Bien, chers collègues, voilà. Chers collègues, bonjour. D'abord, évidemment, je veux commencer cette première réunion de l'année en vous adressant mes meilleurs voeux. Je l'ai fait individuellement auprès de quelques-uns d'entre vous. C'est une année, évidemment, qui commence malheureusement par un deuil national, mais vis-à-vis desquels nous avons tous été, je crois, solidaires dans cette épreuve. Et on sait très bien ici à la Commission des Affaires étrangères à quel point nous avons un environnement qui est menaçant, avec une sorte de ceinture de crise autour de l'Europe et de notre territoire. Je sais que nous partageons tous ici le souhait que notre commission soit un lieu dans lequel on puisse avoir une réflexion politique à partir d'événements et de constats aussi objectifs que possible, et dans laquelle on a toujours à cœur d'exprimer nos différences d'approche, elles existent, avec de la sérénité et de la mesure. Voilà, j'espère que nous allons continuer en ce sens. Je souhaite la bienvenue à Kader Arif qui nous rejoint. Mais je voudrais, avant que nous accueillions le secrétaire général de l'OCDE, M. Guria, qui attend dans notre antichambre, je voulais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats et en hommage aux policiers qui ont perdu la vie en défendant nos compatriotes. Je vous remercie. Duquesne Oui, oui, oui. Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Angel Guria, secrétaire général de l'OCDE. Je le remercie d'avoir bien voulu accepter de patienter une dizaine de minutes dans notre antichambre pendant que nous observions une minute de silence à la suite des dramatiques événements que vient de vivre la France. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Pierre Duquesne, qui est notre ambassadeur auprès de l'OCDE, ainsi naturellement que les collaborateurs de M. Guria. M. Guria a été, dans son pays d'origine, le Mexique, ministre des Affaires étrangères et des Finances.
Et naturellement, nous sommes très heureux de pouvoir l'avoir avec nous et de pouvoir échanger sur la situation économique, non seulement en France, mais aussi en Europe et dans l'ensemble du monde, puisque l'OCDE rassemble évidemment un très grand nombre de pays. Alors, ma première question portera sur la situation économique générale en France et en Europe. On voit tous les jours que la situation reste très difficile, malgré la baisse du prix du pétrole, malgré la baisse du taux de change de l'euro. Les Européens, évidemment, sont très inquiets, parce qu'en raison des multiples crises à leurs frontières, il y a des incertitudes majeures. La Grèce, quelle va être l'évolution politique? Est-ce que les Grecs vont décider démocratiquement dans quelques jours? Et en même temps, il n'y a pas qu'un tableau noir, évidemment. Il faut souligner que l'Union européenne a su, dans cette crise, renforcer ses mécanismes de solidarité, de responsabilité budgétaire et bancaire, et que notre pays s'est engagé dans un processus de réforme dont votre dernier rapport souligne qu'elles auront, ces réformes, à terme en tout cas, des retombées significatives. Alors l'OCDE prévoyait en novembre dernier pour la France une croissance un peu inférieure à 1% en 2015 et de l'ordre de 1,5% en 2016. Est-ce que vous confirmez encore aujourd'hui ces prévisions et quelles sont vos prévisions pour la France et pour l'Europe? Et naturellement également votre perception des risques, mais aussi des opportunités économiques pour l'année qui commence. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question portera sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Il se trouve que dans le passé, j'avais beaucoup travaillé avec l'un de vos prédécesseurs, M. Johnston, sur la lutte contre la corruption, puisqu'il y a une grande directive de l'OCDE qui a été ratifiée dans notre Parlement à la fin des années 90. Et l'OCDE a été l'institution pionnière dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. C'est dans l'enceinte de l'OCDE qu'ont été élaborées les premières listes de territoires non coopératifs, de paradis fiscaux et autres. Alors, cette lutte recouvre plusieurs champs. Évidemment, il y a la fraude des particuliers fortunés. Là, on a fait des progrès considérables récemment, je dois le dire, avec la généralisation des échanges automatisés d'informations, c'est-à-dire la fin du secret bancaire pour beaucoup d'opérations. Mais je veux souligner quand même qu'il y a un dossier sur lequel les progrès sont plus difficiles, c'est l'obligation de transparence sur des structures juridiques comme les trusts ou les fondations qui n'ont pour objet que de dissimuler l'identité réelle des détenteurs. Et puis, il y a aussi la question des pratiques des grandes entreprises qu'on désigne pudiquement sous un euphémisme d'érosion de base d'imposition. Alors, c'est une question très complexe, mais je sais que l'OCDE y travaille activement et nous serons évidemment très intéressés à avoir votre jugement sur la politique de l'Union européenne sur ces questions-là. À titre personnel, je l'ai dit souvent et je l'ai même écrit dans des rapports. Je regrette profondément que l'Union européenne, quand elle a réalisé la liberté des mouvements de capitaux, ait renoncé à ce qui devait aller avec, c'est-à-dire à l'harmonisation des fiscalités de l'épargne et des entreprises. Et il est clair que certains de nos partenaires européens ont développé des pratiques détestables, mais enfin, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une volonté nouvelle de mettre fin aux abus, portés d'ailleurs par les États les plus peuplés de l'Union européenne. Donc, elle est de votre point de vue, les progrès qui ont été réalisés, est-ce que l'Union européenne vous paraît à même de reprendre le rôle moteur qu'elle aurait dû toujours avoir dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale? Ma troisième question portera, au vu de l'actualité dramatique des derniers jours, sur la lutte contre les circuits internationaux de l'argent du crime, qui peuvent servir notamment à financer le terrorisme. Le blanchiment d'argent finance toutes les sortes de crimes. Les trafics d'êtres humains,
mais quel est évidemment le regard de l'OCDE? Est-ce que l'OCDE a une action spécifique dans ce domaine? Et enfin, si vous pouviez nous sensibiliser aux travaux de l'OCDE sur les migrations internationales, qui est aujourd'hui une des grandes évolutions que nous observons, et qui, de l'avis de beaucoup de responsables, d'experts et de responsables politiques, est probablement le sujet de sécurité le plus important que nous aurons à traiter dans les années qui viennent. Voilà, Monsieur le Secrétaire général, ça fait beaucoup de questions déjà de ma part. Je vais vous laisser la parole. Ensuite, mes collègues vous poseront à la file toute une série de questions auxquelles vous voudrez bien répondre en bloc pour que tous mes collègues puissent s'exprimer, que vous puissiez ensuite répondre à toutes les questions. Merci encore d'être avec nous ce matin. Merci, Madame, pour l'accueil, pour l'invitation et à tous vous, Mesdames, Messieurs les députés, pour être ici. Monsieur l'ambassadeur Duquesne, collègues, c'est pour moi un très grand honneur d'être de nouveau invité à m'adresser à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France, pays hôte de l'OCDE. Je tiens d'abord à réitérer mon immense peine, ainsi que celle du personnel de l'OCDE, pour le meurtre terroriste de la semaine dernière en France. Aux droits humains s'ajoute l'attaque au cœur des valeurs de vivre ensemble que nous défendons tous. La France peut compter sur le soutien entier de l'OCDE dans sa réponse à ces actes inhumains et barbares, et pour continuer à aider à consolider les fondements des sociétés en lesquelles les citoyens peuvent tous, dans leur diversité, avoir confiance. J'ai envoyé mes condoléances au président de la République le 7 janvier et le rassemblement à l'OCDE pour la minute de silence le 8 janvier a été très important avec Monsieur l'ambassadeur qui a présidé l'événement. Dans la douleur, la tristesse, j'ai été honoré d'accompagner le président Hollande et son gouvernement, les leaders du monde entier, lors de la marche républicaine ce dimanche dernier et participer à réitérer dans ce moment de recueillement l'attachement de tous aux valeurs de notre démocratie. Alors, Madame, après l'horreur de ces actes, c'est difficile de passer au sujet de l'état de l'économie mondiale et de l'économie européenne, de l'économie française. Mais néanmoins, les analyses et les réflexions de l'OCDE sont aujourd'hui empreintes de considération sur la promotion de l'équité dans la croissance et sur la confiance, et nous espérons sur le long terme participer à renforcer la cohésion sociale et ainsi créer les conditions d'un monde plus sûr. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas réussi à tourner la page de la crise économique. Et de nouveaux enjeux se profilent. L'économie mondiale continue de tourner au ralenti. L'expansion du commerce mondial reste en deçà de sa tendance de moyen terme. Dans la plupart des pays, l'investissement productif n'est guère plus dynamique. La croissance du crédit reste atone, voire négative, dans certains pays en Europe. Alors, vous voyez, tout ce qui produit la croissance, le commerce, l'investissement, le crédit, atone ou négative, ou à moitié de leur intensité normale. La reprise se raffermit aux États-Unis et en tant que dans les marchés émergents, nous prévoyons dans les 2 prochaines années que la croissance va s'essouffler quelque peu en Chine, restera modeste en Russie et en Brésil, flat, mais va répartir un rythme régulier en Inde, en Afrique du Sud et en Indonésie. La situation en Europe diverge en fonction de pays. La croissance s'affermit, par exemple, au Royaume-Uni, même en Espagne. La différence qu'en Royaume-Uni,
c'était une espèce de continuation d'une tendance plutôt positive, en tant qu'en Espagne, c'est un phénomène qui commence aujourd'hui, qui commence l'année dernière, pour la première fois après une récession très, très longue. Espagne a conduit, même Royaume-Uni, Espagne ont conduit un ensemble de réformes structurelles très importants. Et dans le secteur travail, mais aussi le secteur financier et l'administration publique. La France, l'Allemagne ont fortement ralenti et l'Italie, en récession en 2014, devrait connaître une croissance encore très faible en 2015. Enfin, l'incertitude politique s'est ravivée en Grèce. Vous avez évoqué la Grèce. Dans l'ensemble de la zone euro, la croissance est faible, le chômage y reste très élevé et l'inflation proche de zéro. Naturellement que la chute des prix du pétrole et de certaines matières premières ajoute, normalement ça aurait été bon, la bonne déflation, hein, la bonne chute de prix, mais naturellement ça s'ajoute à une très faible demande. C'est ça qui provoque la chute de prix en général, cette déflation. Et la zone euro apparaît donc toujours comme l'un des maillons faibles de la croissance mondiale. Les dettes publiques continuent à croître dans la plupart des pays de la zone. Nous prévoyons 1,1 de croissance en 2015 et 1,7 en 2016 pour la zone euro dans sa totalité. Mais cette prévision ne se réalisera que si toutes les possibilités fiscales et monétaires de soutien à la demande permises dans le cadre institutionnel européen sont utilisées. Sinon, la zone euro risque de s'enlisser dans la déflation et la stagnation. La vulnérabilité de la zone euro constitue un risque majeur pour la croissance mondiale en 2015 et 2016, à côté des risques de turbulence financière liés au resserrement de la politique monétaire américaine. Il dit que vont commencer à augmenter les taux, peut-être au deuxième trimestre et troisième trimestre. Ce diagnostic est aussi valide pour la France. Selon nos dernières perspectives économiques, la croissance du PIB réel en France devrait se poursuivre à un rythme modeste en 2015. 0,8%, ça veut dire encore plus modeste, ce qu'on avait envisagé. Et s'accélérer à 1,5 en 2016, soutenu par l'amélioration de la conjoncture mondiale, la dépréciation de l'euro, la baisse des prix de l'énergie et le ralentissement de l'assainissement budgétaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait, j'espère, pendant cette année 2015, un effort important du point de vue de réduire le déficit budgétaire, dans le futur, ça va être un peu plus souple, plus facile, et l'impact sur la croissance sera plus modeste. Alors, comme le montre l'expérience, certains pays touchés par la crise, qui ont engagé de vigoureuses réformes et qui commencent à remonter la pente, les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles sont des leviers clés de la reprise. Dans ce contexte, la composition des dépenses, des recettes budgétaires, doit faire l'objet d'une attention particulière. Il est important de maintenir, et si possible renforcer, les dépenses d'innovation, d'éducation, d'infrastructure, comme l'envisage le plan Juncker. Elles permettront non seulement de soutenir la croissance, mais aussi de redresser la croissance potentielle. Ça sonne un peu technique, non, la croissance et la croissance potentielle, mais c'est comme avoir le plafond, non? La croissance potentielle, c'est le limite dans lequel on peut avoir croissance sans trop pousser, sans provoquer des pressions d'inflation, etc. Et ça, l'unique manière, c'est comme
c'est les changements structurels. Hein. Ce n'est pas une question de court terme. Il faut beaucoup travailler là. Alors, dans le pays comme la France, naturellement, ça doit être fait en même temps. C'est ça qui le fait très difficile. Et la consolidation fiscale doit continuer quand on a trop de déficit budgétaire, mais en même temps, on essaye de relancer la croissance. C'est ça la grande complexité du moment d'aujourd'hui. Il est aussi urgent, tant en Europe qu'en France, d'accompagner les politiques macro avec les réformes structurelles. L'une des réformes prioritaires est naturellement l'approfondissement du marché unique. Nous saluons l'engagement renouvelé de la Commission européenne en faveur de réformes et les priorités de la stratégie de croissance qu'elle vient de présenter. C'était hier ou avant-hier, quelque chose qui nous ont présenté le projet. La simplification des charges administratives et des progrès dans l'interconnexion des marchés d'énergie sont particulièrement bienvenus. Dans l'Union européenne, il n'y a pas un marché unifié d'énergie ni de télécom, comme vous le savez. Alors il manque ça. Ça c'est une partie très importante de l'intégration européenne. Des réformes de la fiscalité, des prestations sociales, de la réglementation du marché du travail, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, mais aussi du système d'éducation de façon plus générale, visant à stimuler l'emploi et à réduire le chômage de longue durée, sont aussi essentiels. Ils permettront de redresser le potentiel de croissance, mais aussi de renforcer la cohésion sociale, stimuler la consommation des ménages et faciliter le redressement des finances publiques. Les pays du cœur de la zone euro, où les efforts en matière de réforme ont été bien moins importants que dans les pays vulnérables, doivent aussi être plus ambitieux. Concernant la France, en octobre dernier, nous avons remis au président Hollande une note de laquelle vous aviez une copie là, ça, dans la table à l'entrée. Cette note évaluait l'impact des réformes structurelles alors mises en œuvre ou annoncées, même avant de connaître les détails de la loi Macron. On a estimé un impact sur la croissance et on a calculé que ça pourrait ajouter un tiers additionnel à la croissance économique potentielle. Ça veut dire environ 0,4% additionnel par an pendant 10 ans. Ça veut dire quelque chose de très important. Comme le soulignera notre prochaine étude économique sur la France, la priorité est de poursuivre les réformes allant dans le sens d'une simplification, d'une diminution des formalités administratives et réglementaires pour améliorer les conditions de concurrence, la fiscalité, le marché du travail. Ça va tout dans la direction de la loi Macron. Le projet de loi croissance et activité continue les réformes dans ce sens, mais devra être renforcé, complété par des réformes additionnelles pour fluidifier le marché du travail. Les réformes territoriales seront aussi fondamentales pour limiter la fragmentation des politiques publiques et diminuer les coûts de fonctionnement de l'administration. Nous avions chiffré le potentiel de la réforme des aires métropolitaines sur Paris et Aix-Marseille à 1% d'augmentation du PIB sur 10 ans si la réforme est menée à bien. En effet, on a déjà délivré notre rapport sur la zone Aix-Marseille dans une visite à Marseille, que c'était décembre 2013, hein, avec Madame Lebranchu. Le système de protection sociale d'éducation s'est aussi grippé et crée trop d'immobilité sociale. Il est coûteux
et n'attendent plus ces objectifs sociaux. À cet égard, la réforme visant à mieux moduler les allocations familiales en fonction des revenus est bienvenue. Je dois dire que la France était un des derniers pays, peut-être le dernier, à mettre cette condition de moduler les allocations familiales en fonction des revenus. C'était déjà dans tous les autres pays presque. Des réformes plus importantes devront être faites pour rendre le système social plus favorable à l'emploi, en améliorant l'offre et la demande de travail, et plus solidaire, en améliorant la gouvernance des politiques sociales et en limitant leur fragmentation. L'OCDE travaille d'arrache-pied sur l'ensemble de ces sujets pour assurer une reprise saine et inclusive de la croissance économique en France, en Europe et dans le monde. Alors la crise a souligné la nécessité d'améliorer la collaboration internationale et la gouvernance mondiale dans lesquelles la France joue un rôle clé. Nos économies sont en effet de plus en plus étroitement imbriquées. La collaboration internationale permet à la fois de limiter les effets collatéraux négatifs de certaines politiques, mais aussi de multiplier les effets bénéfiques des politiques nationales. L'OCDE travaille de façon approfondie sur un grand nombre de sujets de coordination internationale fondamentaux actuellement pour la croissance, comme par exemple les investissements, les échanges. L'investissement, c'est un mot dans lequel, si on va de G20, le G8, le G7, le GG, tous les G partout, et toutes les réunions de ministres des Finances, toutes les réunions de ministres du Commerce, etc. L'investissement, l'investissement, l'investissement. Ce qui nous manque pour la croissance, je dis, c'est l'investissement. Permettez-moi d'illustrer mes propos dans deux autres domaines essentiels au bon fonctionnement de nos économies et qui sont par nature de dimension internationale. La fiscalité internationale que vous avez mentionnée et l'immigration. Bon. Partant du constat que la fiscalité internationale n'avait pas évolué à la même vitesse que les modèles économiques et les progrès technologiques, l'OCDE, avec ses membres et en partenariat avec le G20, a pris le devant. Notre priorité est de permettre la mise en place d'un système international de fiscalité plus transparent, plus équilibré et en particulier lutter contre l'évasion fiscale et réaligner les règles internationales d'imposition. La création d'une nouvelle norme internationale sur l'échange de renseignements automatiques à des fins fiscales en 2014, maintenant adoptée par 94 juridictions et qui sera mise en place à partir de 2017 pour une majorité de ces pays, est une étape historique. Ce progrès, que la France a fortement soutenu, marque une véritable révolution dont certains effets sont déjà perceptibles sur le comportement des contribuables. Plus d'un demi-million de contribuables, même avant de commencer, plus d'un demi-million de contribuables ont déclaré spontanément des revenus et des éléments de patrimoine jusque-là dissimulés aux administrations fiscales. Les pays estiment avoir collecté plus de 37 milliards d'euros grâce à ces programmes de déclaration spontanée. Comme je dis, même avant de commencer, parce que le commencement, c'est 2017, mais les contribuables sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas où se cacher, et que, inévitablement, ils vont être appelés à avoir un petit café avec les autorités des impôts, et alors ils ont dit, pourquoi pas, proposer quelque chose souple avant que ça devienne plus dangereux pour nous. Ça veut dire qu'ils pourraient
finir en prison, hein, et avec des amendes énormes, etc. Alors, ils ont proposé, il y a beaucoup de pays qui ont fait des fenêtres de l'amnistie, etc. Je ne sais pas, chaque pays a réagi de manière différente. Mais c'est que déjà, 2 ans avant de commencer, on a 37 milliards qui sont déjà reçus dans les coffres des trésors des pays qui sont engagés. Et je dois dire aussi que, en même temps, les pays de l'OCDE et du G20 travaillent ensemble pour enrayer l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, ce qu'on appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Hein? C'est l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, par lesquels les entreprises multinationales arrivent à séparer artificiellement les bénéfices des activités qui les génèrent et en cela échapper à l'impôt. Il ne peut pas, ni dans les États-Unis, ni dans l'Europe, ni dans les îles Vierges britanniques ou américaines, etc. Il ne peut pas. Point. Hein? Soit Google, soit Apple, soit la IBM, soit il ne peut pas. Nous travaillons sur le système international de la fiscalité avec des pays du monde entier, des entreprises, des ONG, des organisations internationales, d'autres parties prenantes. Une approche globale pour des problèmes globaux. Non, concernant l'immigration, madame, l'immigration internationale constitue un autre domaine où la coopération internationale est fondamentale. Comme l'a rappelé le ministre Cazeneuve au Forum politique de haut niveau de l'OCDE sur l'immigration, décembre dernier, chez nous, il a dit « L'immigration est un défi que nous lance la mondialisation dans la mesure où elle révèle tous les grands déséquilibres démographiques, économiques, politiques qui traversent notre époque. » Bon, il est impossible aujourd'hui de ne pas y ajouter le défi de sécurité. L'immigration n'en constitue pas moins une chance pour nos économies et sociétés. La dernière édition de nos perspectives d'immigration internationale, je vois qu'on a laissé des copies ici, voilà, légères, simples. C'est le 34e édition. Ça veut dire nous sommes engagés avec la migration il y a longtemps. Hein? Nous sommes les grands spécialistes, je dirais, dans la question de la migration. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était déjà, mais on essaie de le faire plus important et plus intéressant pour la politique. Ça veut dire pour nous suggérer les politiques plus illustrées de migration. Et on a des, je dirais, des phénomènes très intéressants. Le flux d'immigration permanent dans les pays de l'OCDE augmente de nouveau. C'est intéressant ça. Parce qu'il y avait une chute avec environ 4 millions de nouveaux immigrés permanents en 2013. En Allemagne, l'immigration a fortement augmenté. L'Allemagne a devenu, après les États-Unis, le 2e récepteur d'immigration du monde. Notamment sur l'impulsion des migrations intra-européennes. Ça, c'est très important. C'est la liberté de mouvement dans l'Europe qui a provoqué ça. En tant que le mouvement des non-européennes ou des non-OCDE, dont l'OCDE même a eu une chute. Hein? Parce que naturellement, il y avait une croissance très faible, ce n'est pas si intéressant. Mais dedans, Europe, oui, ça a augmenté. Pour autant, la part des flux d'immigration dans la population totale reste faible en France, en comparaison internationale. En principe, la France dispose d'importantes réserves de main-d'œuvre lui permettant de faire face au vieillissement de sa population, parce que la France a une dynamique démographique qui est
beaucoup plus fort que beaucoup de ses autres collègues. Néanmoins, face à la concurrence internationale pour attirer et retenir les talents et à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs délaissés par les travailleurs résidents, la France doit, comme beaucoup d'autres pays, s'interroger sur les objectifs et l'efficacité de sa politique migratoire. Dans tous les pays de l'OCDE, l'immigration qualifiée augmente, y compris la France, où près de 40% des nouveaux entrants sont diplômés du supérieur. Mais les compétences des immigrés restent sous-utilisées. En moyenne, dans l'OCDE, un immigré qualifié sur 2 est soit inactif, soit chômeur, soit surqualifié pour l'emploi qu'il occupe. La France n'échappe pas à ce constat, en dépit d'un dispositif important d'accueil de migrants. Il importe donc de poursuivre les investissements dans l'intégration, notamment dans l'éducation, les compétences, tout en améliorant l'efficacité des politiques publiques. Parce que ça aussi améliore la productivité de l'économie française. Ce n'est pas seulement pour le bénéfice du migrant même, mais naturellement pour le bénéfice de l'entreprise concernée et pour l'économie en général. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur l'ambassadeur, mes amis, les enjeux actuels de la mondialisation sont immenses, demandent d'aller de l'avant dans la coordination des politiques nationales. L'OCDE a engagé un nombre de projets pour y faire face, que ce soit dans le domaine des inégalités, changement climatique, réglementation bancaire, fonds structurels, fiscalité, échange, lutte contre la corruption, qui se sont ajoutés à ces responsabilités dans le domaine plus traditionnel des politiques économiques nationales, de l'éducation, marché de travail, des politiques sociales. Nous continuerons à appuyer le gouvernement pour renforcer la confiance des citoyens dans la capacité des institutions à gérer les nouveaux enjeux qui se présentent. La manière dont nous exprimons notre mission, Madame, c'est de politique meilleure pour une vie meilleure. Alors, c'est ça, je crois, que explique la mission de l'OCDE. Je vous remercie. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour cet exposé évidemment extrêmement précis et qui nous apporte beaucoup d'informations. Je passe tout de suite la parole à mes collègues. Jean-Luc Bleven. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire général. Je voulais vous poser une question. Donc, on peut penser que la croissance des pays développés va sans doute ralentir. Pourtant, on peut penser que le monde sera toujours plus riche et plus productif et plus instruit. Et donc, on a une augmentation importante de la productivité grâce au développement des nouvelles technologies de l'information, notamment. Ces gains donc participent effectivement à l'accroissement du capital, mais à la destruction de l'emploi productif, tel que nous l'avons connu au cours du XXe siècle. Donc la conséquence de cette mutation, c'est qu'il y aura donc une création d'emplois très qualifiés, mais on peut penser que les emplois manuels vont vont être remplacés par l'automatisation, et donc mécaniquement, les salariés les moins qualifiés risquent d'être en difficulté pour trouver un emploi. Donc cette évolution est quasi inexorable, on le sait. L'homme sera sans doute de moins en moins inclus dans le processus de production. Et donc ma question, c'est comment l'OCDE envisage-t-elle la place des salariés qui disposent de plus faibles niveaux de qualification? Et concrètement, est-ce que la valeur du travail a encore un avenir dans notre civilisation? Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire général, je souhaitais vous interroger sur le déclin de la recherche occidentale. L'OCDE a publié son rapport annuel Sciences, Technologies et Industrie. Il met l'accent sur le déclin relatif de la triade, donc États-Unis, Japon, Europe, dans les dépenses de recherche et développement, surtout publiques,
ont fortement décru en 10 ans. La part de la zone OCDE dans la recherche mondiale a ainsi reculé de 90 à 70%. C'est aujourd'hui la Corée du Sud qui consacre la part la plus grande de son PIB à l'effort de recherche, mais la Chine va très vite et talonne aujourd'hui l'Union européenne en volume de dépenses. Elle l'a déjà dépassé de peu en part de PIB, et naturellement, si on prolonge les lignes, on voit que la zone OCDE est une zone qui décline fortement dans ce domaine. Donc je voulais vous interroger sur le fait de savoir quels étaient les moyens de l'OCDE pour relancer une grande politique de la recherche, notamment dans les domaines stratégiques que représentent les biotechnologies, les nanotechnologies, la robotique et les technologies numériques. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, j'ai bien entendu donc toutes vos observations. L'OCDE prêche depuis longtemps une espèce de sainte trinité, dérégulation, privatisation, baisse d'impôts. On ne peut pas dire que ces politiques aient forcément porté leurs fruits et que ça a creusé énormément les inégalités dans de nombreux pays. Vous citez l'Allemagne, les inégalités en Allemagne n'ont jamais été aussi fortes. Donc je voulais savoir quelles étaient les préconisations de l'OCDE pour avoir des politiques de croissance qui ne soient pas des politiques qui renforcent les inégalités, mais qui les réduisent. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je lis toujours avec grand intérêt vos rapports, mais j'ai une tendance à aller contre. Alors, je vais vous poser d'abord, est-ce que vous avez vraiment une politique économique? Parce que, est-ce que c'est effectivement une politique libérale de baisse des salaires pour la relance? C'est ce qu'on appelle les dévaluations internes et la concurrence par, je dirais, le bas. Ou est-ce que vous êtes néo-keynésien? Quelle est votre position sur la nécessité des politiques industrielles ou non? Car nous sommes... Vous le savez, en Europe, il n'y a pas de politique industrielle, mais il y en a partout ailleurs, en Chine, aux États-Unis, au Canada. Et cela m'amène, effectivement, hier nous avons eu le privilège de recevoir M. Stiglitz, que vous devez connaître. Et M. Stiglitz, il pose un point cardinal, c'est effectivement la réforme structurelle de la zone euro. Ce n'est pas les réformes internes des États. Ça, c'est la course, je dirais, au café du commerce. En revanche, il pose fondamentalement la réforme de la zone euro en tant qu'union de transfert. Et ils disent sinon, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, si les riches ne payent pas pour les pauvres, c'est terminé. Alors, ça, je voudrais avoir votre position à ce propos. Ou est-ce qu'on a finalement dans l'OCDE une diversité d'opinions, d'experts qui donnent des rapports et il n'y a pas tout à fait de cohérence? En matière de lutte contre les fraudes fiscales dont la Présidente a parlé, moi j'aimerais bien avoir un peu de réciprocité dans les échanges, car je n'ai pas l'impression que les États-Unis soient très en faveur de nous donner des renseignements alors qu'ils exigent de notre part ces renseignements. Et enfin, ça c'est le point à mon avis le plus important, j'ai quand même le sentiment qu'en matière de flux migratoires, c'est quand même un peu la théorie des marchands d'esclaves que vous nous proposez. Car franchement, on sait très bien que les flux migratoires en sont au début et pas à la fin, et que vous ne parlez que des flux migratoires qu'en termes de marché du travail. Or, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est le choc des cultures qui va en être. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Mais je continuerai à lire vos rapports avec intérêt. Oui, Monsieur le Secrétaire Général, vous avez publié à la fin de l'année 2014 un certain nombre de documents pour afficher qu'il fallait sortir d'une vérité sur le choix à faire entre croissance élevée et accroissement des inégalités, avec l'affirmation l'impact des inégalités sur la croissance en entravant le capital humain et la faculté d'éducation et de formation. Est-ce que, dans ce cadre, vous partagez, c'est peut-être un petit élément que vous partagez, l'avis,
justement du professeur Stiglitz, que citait Jacques Méhard tout à l'heure, que nous avons effectivement reçu hier, que le calcul du baromètre actuel du PIB n'est plus adapté et qu'il ne prend pas suffisamment en compte justement ces aspects d'accès à la sécurité, d'accès à la santé, d'accès aux loisirs, de relations humaines, et que nous avons besoin d'une réflexion autour de ce baromètre économique. Et puis une deuxième question extrêmement brève. Vous n'avez pas parlé dans vos propos du plan Juncker et donc de cette stratégie, ce choix dans le cadre de réformes structurelles appelées au sein de l'Union, des investissements. Est-ce que ces 375 milliards sur 3 ans vous semblent suffisants? Est-ce qu'il faut aller plus loin, mobiliser l'épargne européenne? Et donc je voulais aussi vous attendre sur ce sujet. Merci. Je voudrais quelques questions très brèves. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif, mais vous avez évoqué la question de la déflation en zone euro. Je voudrais que vous précisiez, considérez-vous que la zone euro est entrée en déflation ou qu'elle est menacée de déflation? Première question. La seconde question, vous avez évoqué les réformes structurelles. Beaucoup d'entre elles, de manière assez classique, parient sur la dérégulation d'un certain nombre d'activités, en tout cas la mise en concurrence plus forte d'un certain nombre de secteurs de l'économie, avec comme conséquence la baisse des prix. Ne pensez-vous pas que dans la période, ce type de réforme structurelle qui pousse à la baisse des prix ne va pas accélérer la spirale déflationniste? Troisième question qui prolonge celle de mon collègue Millard sur la zone euro. Quel type de réforme de la gouvernance de la zone euro l'OCDE propose-t-elle, sachant que des pays de la zone euro aujourd'hui ont plutôt besoin de faire du déficit, d'autres ont plutôt besoin de faire de l'inflation, d'autres, le cas échéant, de répudier leurs dettes. Mais on voit bien que les besoins ne sont pas les mêmes. Or, les capacités d'action, évidemment, de ces pays sont extrêmement faibles au niveau européen. Et quatrième et dernière question sur la taxe sur les transactions financières. Quelle est la position aujourd'hui de l'OCDE sur le projet européen, à la fois sur l'assiette comme sur les taux, et aujourd'hui votre point de vue sur cet instrument à nos yeux extrêmement important qui pourrait ou abonder le financement de l'aide au développement ou, le cas échéant, la lutte contre le réchauffement climatique, comme l'a proposé le président de la République française il y a peu. Merci Madame la Présidente. Trois questions rapides au secrétaire général de l'OCDE. Les politiques d'austérité européennes ont eu des conséquences sur la croissance, sur le développement, sur le rebond des économies européennes. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu le plan Juncker. Le plan Juncker nous est présenté comme la politique qui va inverser les choses et qui va relancer l'économie et la croissance de façon homogène dans l'Union européenne. Cette annonce me semble un peu excessive et je voudrais interroger le secrétaire général que vous êtes pour qu'il nous expose quels sont les potentiels de croissance que vous envisagez concernant le plan Juncker et plus précisément quelles seront les conséquences en termes de potentiel de croissance pour l'économie française. Deuxième question, j'ai bien entendu dans votre propos, je suis ici, dans votre propos, que vous aviez étudié les conséquences de la loi Macron avant même qu'elle soit établie, que vous ayez avant même les parlementaires sûrement le document et qu'on l'ait amendé, mais vous avez été en capacité, mais c'est votre longue expérience, de dire quelles vont être les conséquences macroéconomiques pour notre économie. Alors je vais vous poser une question simple, puisque vous l'avez étudiée. Quels vont être les bonus de croissance pour notre économie concernant le travail du dimanche? Ça m'intéresse fortement si vous avez été capable de prendre l'ensemble de ce projet de loi et de nous dire très précisément que c'est 0,4%. Ce qui m'intéresse, c'est l'acquis de croissance envisagé par le gouvernement et par vos services concernant le travail du dimanche. Et dernière question, qui n'a pas été abordée ou de façon très rapide, et si vous l'avez dit, je m'en excuse de le répéter, mais c'est les conséquences ou les estimations de l'accord de libre-échange transatlantique. Puisqu'il nous est présenté là encore comme l'alpha et l'oméga de la relance des économies occidentales, la fluidité du marché de la transaction devrait avoir un potentiel de croissance colossal, sauf que là encore on nous annonce des chiffres et je voudrais savoir quelle est votre estimation précise, globale, mais aussi pour une économie comme l'économie française.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, en octobre 2014, le groupe de travail de l'OCDE a salué plusieurs réformes significatives, y compris la création du parquet national financier, la suppression des instructions individuelles du ministre de la Justice au parquet, la protection généralisée des lanceurs d'alerte, la possibilité donnée aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile, ainsi que l'augmentation substantielle des sanctions pénales pour l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers. Malgré ces progrès, il a aussi considéré que la France ne se conformait pas encore suffisamment à la Convention en ne mettant pas en œuvre une partie significative des 33 recommandations formulées par le groupe de travail. Avez-vous eu, Monsieur le Secrétaire Général, à ce jour, des engagements du gouvernement français en faveur de la mise en place d'autres recommandations formulées par le groupe de travail? Quels impacts concrets la non-mise en place d'autres recommandations peut-elle avoir sur la France, sur les entreprises françaises localisées à l'étranger? Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général. Très bien, merci, chers collègues. Voilà, Monsieur le Secrétaire Général, vous voyez qu'on a beau être à la Commission des Affaires étrangères, on s'intéresse beaucoup à l'économie et on a ici une particulière conscience du fait que le lien entre les questions internationales et les questions internes est particulièrement important. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame, Mesdames, Messieurs. Le futur du travail manuel, les moins qualifiés, un danger, oui. Les grands écarts aujourd'hui s'accroissent entre ceux qui ont des compétences et ceux qui n'ont pas de compétences. En effet, je vous dirais que si on pouvait illustrer qui sont les victimes comme groupe social, et même dans tous les pays OCDE, partout, de la crise, ce sont les jeunes mâles avec très peu de qualifications, de compétences. Et ce sont même les âgés, cette fois, dans cette crise, n'ont pas suivi tant, mais les jeunes mâles qui ont des très modestes qualifications, des compétences. Pas nécessairement. Les femmes ont traversé la crise, c'était difficile pour tout le monde, mais c'était mieux parce que le type de travail qui a eu l'impact plus sérieux, c'était un type de travail, par exemple en Espagne, la construction, c'était surtout les hommes qui s'occupaient. Et en Espagne, la construction était le grand moteur de la croissance et s'arrêtait brutalement d'un jour à l'autre. Alors, c'était les hommes, les immigrants. Dans le cas d'Espagne, par exemple, il y avait surtout des immigrants légaux. Hein. Et aujourd'hui, naturellement, il y a une surreprésentation des immigrants sur le chômeur en Espagne à cause de ce phénomène. Mais je dirais que oui. Et quelle est la réponse? Compétence, compétence, compétence. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'il appelle le upskilling. Ça veut dire le réentraînement, la rééducation dans les écoles vocationnelles, dans les universités, mais aussi dans les entreprises. Même pour ses propres intérêts. Parce que si les entreprises aident dans l'entraînement, dans la préparation de ses propres cadres, ils vont augmenter la propre productivité. Ça, c'est très sérieux partout, en Europe, dans les États-Unis, dans le Mexique, dans la Turquie, mais en Brésil, partout. Il y a ce problème de l'écart. Alors, je dirais que ça, c'est un de nos grands défis comme société, comme économie internationale. Ça demande de la coopération internationale aussi. Mais on a déjà émis notre premier rapport skills. Skills, c'est compétences. Et ces rapports de compétences montrent très clairement qu'il y a un énorme
un énorme, comment est-ce qu'on dit, mismatch, un écart, un décalage entre ceux qui, le jeune homme, comme des compétences, même quand ils ont certaines compétences, et ceux qui le marché demande. Il y a un divorce. Alors, problème, on a encouragé le jeune à aller 1 an, 2 ans, 3 ans de plus à l'école en lui promettant que le marché va vous récompenser. Et à la fin, ils ont leur diplôme que pour se cacher de la pluie, je ne sais pas, se couvrir de la pluie. Ouais. Et ce n'est pas du tout. Alors, on a une double frustration. La manque des opportunités serait déjà, sans la préparation additionnelle, une source de frustration. Mais, ayant investi temps, effort, argent dans la préparation, trouvait que ça ne sert à rien. C'est doublement frustrant. Alors, il faut naturellement récupérer ces jeunes pour les mettre dans le marché. Et la question recherche et développement, absolument, ils nous volent notre fromage, comme il dit, non? La Chine, la Corée, absolument, mais aussi certains pays du Nord, de l'Europe, et je dirais que aujourd'hui ils ne partagent pas l'euro, mais les États-Unis, le Japon, mais je dirais l'Europe, parce que le système dans les États-Unis, c'est très flexible, c'est très souple. Et tous les jours, il y a une énorme quantité de brevets qui se déposent, etc. Parce que chaque université, tous les jours, dépose des brevets. Il y a un système qui récompense l'initiative individuelle et même qui le fait riche de temps en temps. Et ça veut dire que tout le monde l'essaie. Il y a un système qui encourage. En tant que nous n'avons pas ce même système. Relancer une politique de la recherche, absolument. Vous avez mentionné nano, robotique, numérique, sans doute. Ce sont les éléments, ce sont les piliers de la croissance future. N'importe quel type de croissance. On a la sagesse, dit-on, la connaissance, la technologie va être une proportion croissante, accroître de cette économie. Comme je dis, c'est inévitable, mais indispensable, et il ne faut pas se laisser que les autres courent plus fort. L'Europe, mais aussi, c'est une politique de chaque pays. C'est une politique, on met dans le budget les montants qu'on peut profiter de la recherche. Oui, c'est le CERN en Suisse, France, pour la fusion, etc. Mais on parle des choses qui sont déjà dans le marché ou qui doivent être dans le marché. Et ça, c'est la recherche basique dans les pays, les universités et les liens entre la recherche et les universités avec les entreprises et après les liens avec le marché. Ici, en France en particulier, comme chez moi, à Mexico, il y avait une tradition, les chercheurs ne voulaient pas être vus avec un entrepreneur, même dans une photo. Rien de rien. Mais naturellement, à la fin, à quoi sert la recherche? Sinon, pour servir, pour mettre au service de l'économie, pour une productivité plus importante. Alors, c'est ce que je l'appelle la chaîne de la connaissance. La chaîne, ce n'est pas chaîne de valeur, mais chaîne de la connaissance qui ajoute aux chaînes de valeur concernant la question de la technologie, concernant la question de la recherche. Absolument. Grande chose. Alors, la question de la mission. Madame, vous avez dit sur la déréglementation, dérégulation, privatisation, baisse d'impôts. Je dirais avec respect, non.
Ça, ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas notre mission. En effet, on ne parle jamais de privatisation parce qu'on considère que ce qui est important, c'est comment les entreprises fonctionnent dans le marché, pas à qui ils appartiennent. Ce qui est important, c'est d'avoir un level playing field, hein, que toutes les entreprises fonctionnent dans le même niveau, même si la privée, publique, n'importe quoi. Moi, personnellement, mon expérience ici en France, mais partout, au Mexico, dans les pays en développement, dans les pays développés, c'est que certaines activités appartiennent de manière plus naturelle au secteur privé. Mais moi, personnellement, et l'OCDE comme institution, ne pousse pas la privatisation comme concept. On ne pousse pas la privatisation comme la déréglementation ou dérégulation comme religion. On dit meilleure réglementation, pas plus, pas moins. Hein? Meilleure, plus moderne, plus souple, plus adaptée et adéquée à l'économie moderne, mais surtout enlever de nos vies, pas seulement des entreprises, de nos vies, tout ce qui n'est pas indispensable. Pourquoi, madame? Parce que la tradition, et c'est de tous les pays, toutes les économies, même de gauche, de droite, c'est d'ajouter des réglementations sans enlever les anciennes. Tout reste. Et ça, à la fin, devient un lourd, je dirais, impôt, hein, sur l'activité économique du pays. Alors, la question de la, pas seulement simplification, mais je dirais allègement, mais aussi un meilleur fonctionnement de la réglementation. Alors, ça c'est... Et finalement, baisse d'impôts, non. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que nous encourageons, c'est un changement de la structure. Quelle est la tendance mondiale dans le domaine des impôts? C'est alléger ou réduire les impôts sur la création de capital, de richesse, d'investissement, des opportunités de travail pour les entreprises. Deuxièmement, alléger les coûts de créer un travail plus, one job more. Hein? Ça veut dire alléger les impôts et même les contributions sur la sécurité sociale, etc., pour la création d'un poste de travail additionnel. Pourquoi? Parce que si c'est très cher, si la création d'un poste de travail additionnel, c'est très cher, on ne va pas le créer. Et aujourd'hui, on est dans un moment dans lequel, pour certains pays, surtout dans le domaine européen, les coûts du travail correspondent à la moitié du salaire nominal des agents. Les coûts entre les impôts directs à l'agent et les coûts pour les entreprises, ça correspond à la moitié du salaire nominal. Alors, ce n'est pas du tout intéressant créer un job additionnel, mais aussi pour le travailleur, il n'y a pas beaucoup d'encouragement. Ça veut dire qu'il faut créer un système qui encourage le travail et aussi qui encourage la création de travail. Par ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ont la possibilité, les entrepreneurs, de créer plus de travail. Alors, c'est pour ça que je dis, madame, que je suis respectueusement en désaccord avec vous, parce que la question de... les inégalités, oui, madame, on est contre, mais aussi, nous sommes l'institution qui a commencé la discussion. Hein? Il y a 15 ans, 16 ans, on a eu des réunions sur la question des inégalités partout, on a commencé à publier, on a commencé à dire, même quand ce n'était pas sexy, c'était pas attirant, personne voulait écouter. Les inégalités, ils nous ont dit, ça c'est normal, même les inégalités, c'est bon pour le capitalisme, c'est bon pour le progrès. On dit non,
les inégalités, quand ils arrivent à un certain niveau, peuvent empêcher la croissance. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, avec les chiffres, avec l'évidence, les comparaisons dans la main, parce qu'on vient de le faire, que les inégalités empêchent la croissance. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question éthique, ce n'est pas une question seulement politique ou sociale, c'est une question économique. Les inégalités empêchent la croissance. On l'a comparé, on l'a calculé, on l'a vu, on a émis un document qui est à votre disposition, une étude. Et alors, il faut les éviter pour des raisons éthiques, morales, oui, politiques, morales, politiques, oui, sociales, oui, mais aussi économiques. Hein. Alors, toutes les inégalités doivent se combattre et je vous réfère Growing Unequal avec un signe d'interrogation 2008 OCDE, grand livre, en se demandant s'il y avait un problème de croissance inégale. 3 ans plus tard, 2011, on a malheureusement enlevé le signe d'interrogation. On a constaté qu'en effet, il y avait un problème. Et on a publié pourquoi les inégalités continuent à s'accroître. Et le sous-titre était le coût de l'inaction sur les inégalités. On est en train de publier le troisième titre de cette série, qui est la source des inégalités, qui est le marché du travail. Alors, je vous invite à analyser tous ces éléments. On peut avoir peut vous envoyer des experts pour vous expliquer chacun des documents, les conclusions principales, etc. Parce qu'ils sont pleins de leçons, pleins de données. Alors, politique économique, quelle? Néolibéral ou socialiste ou de droite, de gauche, etc. Et vous me citez M. Stiglitz beaucoup de fois. La question est, nous sommes l'institution qui met ce qu'on appelle les standards, les normes, oui, mais beaucoup ce ne sont pas des normes légales, ce sont de meilleures pratiques, plutôt. Hein? La référence de bonnes politiques économiques. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme standard? On n'est pas dogmatique, on ne dit pas il y a une seule manière de faire les choses qui est la meilleure, mais il y a certaines leçons et certaines conclusions de quoi il ne faut pas faire et quels endroits ou quelles directions sont meilleurs que les autres. Alors, oui, nous soutenons les politiques de marché, mais nous soutenons des gouvernements forts, nous soutenons des régulateurs forts pour faire la vigilance de marché, parce que sans la vigilance des régulateurs de gouvernement, le marché devient abusif et il y a des problèmes avec les plus faibles. Réforme structurelle, vous me dites, monsieur, que la réponse, c'est réforme structurelle que M. Stiglitz vous le recommande. Je félicite à M. Stiglitz pour être d'accord avec nous. Parce que nous sommes je dirais, la maison des réformes structurelles. Pourquoi? Si vous voyez qu'est-ce qu'il passe dans le monde aujourd'hui, on a épuisé les instruments monétaires. Les taux d'intérêt sont à 0. Hein? Et on a épuisé les instruments fiscaux. Tout le monde veut réduire les déficits et tout le monde veut réduire la dette. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. Il nous reste les réformes structurelles. Mais ça, c'est une expression très générale. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
ce sont des choses qu'on connaît, qui nous sont familiales. L'éducation, l'innovation, on rentre sur la question de la recherche et développement, et la question de la régulation, la meilleure régulation, oui, plus de concurrence pour avoir des offres et les bénéfices des consommateurs. La question de la flexibilité de marché de travail, et flexibilité de marché des produits, et la question de la structure des impôts, le système de santé, comment délivrer couverture, qualité et aussi un coût raisonnable qui ne fait pas la banqueroute des systèmes fiscaux dans le monde, qu'aujourd'hui on est... Alors, il y a tous ces éléments, et quels sont les éléments plus importants? Il n'y a pas d'éléments plus importants. Il faut les adresser tous. Et 1, c'est 1 plus 1, c'est 5. 1 plus 1 plus 1, c'est 25. Ça veut dire qu'il y a une progression géométrique du renforcement mutuel des mesures. Alors, la question des impôts, réciprocité, il faut vous dire que les Américaines, aujourd'hui, sont un des grands moteurs, avec originalement Moscovici, aujourd'hui Sapin, Wolfgang Schäuble et aussi M. George Osborne de l'Angleterre, sont les grands moteurs de cet effort sur les impôts. Que les Américaines ont un modèle qui s'appelle FATCA, et qui est le modèle légal sur lequel on a mis tous les efforts pour appuyer et pour universaliser, si vous voulez, les efforts pour combattre l'évasion et l'élusion fiscale. Croissance contre inégalité, capital humain. Si vous nous trouvez, nous rencontrez dans la rue, et vous nous dites, Monsieur Gouria, comment va la vie? Vous avez le danger qu'au lieu de vous dire, bon, on travaille beaucoup, on voyage trop, on va vous donner un livre. Le livre s'appelle Better Life Index, l'indice de pour une meilleure vie. Alors, ce sur quoi? C'est précisément sur les qualités que vous avez évoquées ici, la sécurité, la participation dans la vie civique des pays, et la question des écoles, la question de l'environnement, etc. Toutes les choses qui ne sont pas les PIB ou les PIB per capita. Hein? Et on a déjà évalué ça et on est en train de évoluer. Et on est l'institution qui est spécialisée dans cet aspect. Déflation. Est-ce qu'on est très précisément déflation? Est-ce qu'on est déjà là ou on est en danger de? Le danger de la déflation a augmenté. On n'est pas là. Mais le danger de la déflation a augmenté. Mais il faut dire, avec la chute du pétrole, avec la chute des matières premières, il faut dire, ça c'est la bonne déflation. C'est sûr, quand les chutes de certains prix provoquent une déflation, ce qui est la mauvaise déflation, c'est le manque de demande à cause de la faiblesse de l'économie. Ce sont de différentes sources de déflation. Et là, c'est bon, la chute du prix du pétrole va provoquer c'est bon pour l'économie mondiale, en général. Un demi, un trois quarts du point d'augmentation de la croissance économique mondiale. Et il ne faut pas avoir peur aussi de la chute des prix résultant de plus de concurrence. C'est la bonne chute de prix. Quand on n'a plus de concurrence, plus d'offres, et les prix tombent à cause de la concurrence des entreprises qui veulent se voler l'un à l'autre la quota de marché, ça c'est la bonne chute de prix. Il ne faut pas avoir peur. Hein?
dette ou taxe sur les transactions. Concurrence en euro, oui, on a dit déficit, impôt, dette, la gouvernance de la zone euro. La gouvernance de la zone euro, ce qui est formidable pour ceux qui nous ne sommes pas des Européens, l'Europe, c'est un processus formidable, admirable, de construction de nouvelles institutions. La gouvernance de l'Europe, c'est perfection, se change, ça réinvente, et je dirais que ça prend du temps. On peut accuser les Européens de n'importe quoi, mais on ne peut pas les accuser d'être rapides. Hein? Ils ne sont pas très rapides. Et alors, pourquoi? Parce que c'est compliqué, 28, etc. Mais surtout parce qu'ils sont des institutions complexes, et comment décider sur les choses, etc. Mais le monde vous regarde avec un peu d'impatience de temps en temps, mais aussi avec admiration. Parce que vous êtes en train de créer quelque chose unique, avec le bloc commercial économique plus grand du monde, plus important du monde, et en même temps avec des institutions qui vont beaucoup au-delà de la question commerciale. Dette, taxe sur les transactions financières, je ne crois pas. C'est une question de taxes. Ce n'est pas de taxer les transactions financières, c'est une question de taxes. Qu'est-ce qu'on va taxer? N'importe quoi. Est-ce qu'on augmente les taxes, on réduit les dépenses, ou un peu les deux, ou on augmente le déficit? Comme je dis, on a épuisé les instruments monétaires. On est en train d'épuiser les instruments fiscaux. Mais comment mieux faire la combinaison pour faire face aux demandes? Je dirais que ça dépend de la charge des impôts que vous voulez. La France aujourd'hui a une charge impositive qui est un des plus importants du monde. Je ne suis pas sûr si c'est le modèle original que vous cherchez. Naturellement, vous avez votre modèle de protection sociale, le socle, etc. Ça, c'est tout très bien, mais aujourd'hui, il arrive dans un moment dans lequel la France perd concurrence, perd compétitivité dans le domaine économique dans le monde. Alors, il faut peut-être équilibrer les deux choses. Aide au développement, lutte contre... Ça veut dire qu'il faut avoir les ressources pour ça, oui. Austérité contre croissance, plan Juncker, très bien. Il a mis dans la table 16 milliards avec... oui, il a mis dans la table 16 milliards. Il demande à la Banque européenne d'investissement 5 de plus, ça veut dire ça c'est 21. Et il dit, et avec ça, on va trouver 315. Ça veut dire qu'il faut faire l'effet levier 15 fois. Et je dirais, c'est énorme, c'est trop ou c'est peu. Ça dépend. Si les conditions sont correctes, par exemple, s'il y aurait un marché unifié pour l'énergie, pour les télécoms, 315 milliards sont peu. Parce que les ressources privées vont se vraiment aller dans le secteur sans problème. Si la régulation est claire, si les règles sont claires, si les prix futurs, s'il y a une combinaison pour la division des risques, si c'est clair, et 315 millions sont peu parce qu'il y aura plus de ça. Et naturellement qu'on a besoin de plus que ça. Mais c'est une espèce d'amuse-bouche pour catalyser le reste. Hein. Je ne crois pas que le gouvernement peut, aujourd'hui dans la situation fiscale actuelle, peut soutenir un effort qui va plus que ça. Loi Macron, on verra avec 1800 propositions de change. Hein? 1600. Excuse. Très intéressant. On a évalué la loi Macron dans ces documents. On a évalué la loi Macron, page 3 ou quelque chose comme ça, page 2, page 4. La loi Macron, et on dit, bon, c'est peut-être 0,25
de plus. Dans 5 ans, ça s'ajoute dans les 10 ans, vous le verrez ici. Mais on ne connaissait pas. On ne connaissait pas que les objectifs plus évidents, plus simples. Aujourd'hui, on le connaît beaucoup plus et on est en train de revenir pour calculer les aspects différents. Et après ça, on verra, après l'échange de 1600, on verra qu'est-ce qui reste et comment, dans quels aspects c'est renforcé, dans quels aspects c'est affaibli. Et on verra. Et le travail du dimanche, je dirais, c'est le travail du dimanche, mais si vous êtes en Italie, c'est le travail de barbier, de l'élandi et partout. Hein. Il y a des restrictions dans certaines spécialités. Nous ne trouvons pas qu'il y a une bonne raison pour avoir cette restriction, même si, et ça c'est la grande condition, si on paie les agents, les travailleurs, ce qu'ils doivent recevoir. Mais on ne trouve pas rien de... Si la société s'organisait d'une telle manière dans laquelle le dimanche, il voudrait acheter, il voudrait se rassembler dans certains côtés des villes, etc., dans le centre commercial, etc. Bon, c'est quelque chose qui est un choix social. Il faut répondre à ça et au moins laisser les entreprises et la société faire les choix, au lieu d'essayer de deviner ce qu'ils voudraient. Hein. On le laisse les choix, et si ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas, si les personnes ne visitent pas les endroits le dimanche, ça veut dire qu'ils vont aller dans la banqueroute, ils vont fermer. L'expérience n'a pas fonctionné. Mais il faut laisser la possibilité, je dirais. Mais la question de la rémunération, c'est très important. Il faut éviter les abus. Et je dirais finalement, le rapport sur la France, le TTIP. Oui, l'intégration commerciale devrait être universelle, mais comme ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Le deuxième meilleure option, c'est les grands projets d'intégration commerciale régionale. Et aussi, vous parlez de 50% de l'économie mondiale, vous parlez de 30% de flux d'investissement, 25% de commerce mondial. C'est énorme. C'est le bloc qui essaie de s'intégrer. C'est énorme. C'est bon pour l'Europe, c'est bon pour les États-Unis. Et je dirais que, comme je dis, c'est la meilleure option. Moi, j'ai un modèle dans la tête, je dirais, une espèce de Lego, hein, comme ce jeu des enfants, le Lego. Vous mettez un processus d'intégration ici, mais vous laissez, comme Lego, des endroits où il peut se connecter avec un autre. C'est ici, le Pacifique, l'Alliance pour le Pacifique, mais toujours avec des connexions. À la fin, s'il y a tant des accords bilatéraux, régionaux, plurinationaux, etc., on peut les mettre tous ensemble, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est le meilleur qu'on peut faire. Alors il faut le faire. Il faut aller là. Même si les marges et même si les rendements sont marginaux, mais c'est inévitable. Ça passe tous les jours. C'est la mondialisation il faut l'organiser, il faut la maîtriser. Et le TTIP, c'est une bonne manière de commencer. Et la question anticorruption, finalement, le rapport sur la France. Écoutez, on vient de publier, je vous invite, c'est aussi dans la table, ou c'était aussi dans la table, Anti-Bribery Report, 427 cas de corruption documentés, connus, identifiés, et dans lesquels on a suivi tous les détails pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine de la loi anticorruption, de la convention anticorruption dans laquelle je suis dépositaire. Alors, c'est un travail que nous faisons tous les jours. Je vous invite à les suivre. L'anticorruption, c'est une partie
de la récupération de la confiance qu'on a perdue pendant la crise, comme c'est le cas des impôts, comme c'est le cas de la qualité des services publics. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je crois que vous nous avez donné une idée beaucoup plus précise des travaux de votre importante organisation. Merci de nous avoir consacré tout ce temps. Oui, oui, on va étudier on vous ça les laisse. avec... Pour l'insomnie. Exactement. Hein, très bien. On verra. Hein. En tout cas, merci aussi d'être venu accompagné de l'ambassadeur Duquesne et de vos collaborateurs et collaboratrices. Et bon courage pour tous vos travaux. Merci très beaucoup. Utile. Merci à tous, et particulièrement pour ceux qui ont resté jusqu'à la mer finale.